Bonjour à tous et bonjour après, je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Bonjour, Je vais te laisser te présenter et puis après je te poserai quelques questions. ça marche. Donc, je m'appelle Fred Vibert, je suis né en 1971, c'était pas hier. Je suis, jeune diplômé de l'EBP, donc la version, internationale de Kedge, en 1995. Donc j'ai fait le programme anglais, donc je passais 2 ans à Bordeaux, 2 ans en Angleterre, et puis aussi beaucoup de temps, dans les autres écoles. C'est-à-dire qu'on avait la chance à l'époque de pouvoir aller se promener en Hollande, en Allemagne, en Espagne, d'aller visiter nos copains, donc c'était top. Parfait. Pourquoi est-ce que tu as choisi d'aller à Kedge? Alors, j'ai choisi Kedge parce que moi, j'avais envie de voyager. Je parlais déjà, plusieurs langues couramment parce que j'avais vécu dans plein de pays, déjà petit et beaucoup voyagé et je me suis dit que c'était la seule école qui me permettait, à la fois d'avoir un bon diplôme, qui me permettait d'aller étudier à l'étranger, découvrir d'autres cultures et cetera. C'est ce qui m'a attiré le plus au départ. OK. Est-ce que tu étais plutôt du genre élève studieux ou élève fêtard pendant ta scolarité? Méga fêtard, ultra fêtard, pire encore, non, en fait, je suis un ancien sportif professionnel, j'étais en sport-études avant de rentrer à Kedge D'accord. et puis en natation et donc c'est vrai qu'en général, les sportifs, bon, vous les voyez pas, mais en dehors de la télévision et des compétitions, on est de gros fêtards et en fait, c'est vrai que quand je suis arrivé à Kedge, je me suis retrouvé avec pas mal d'anciens sportifs aussi qui avaient le même état d'esprit et donc on a créé un BDE, on a fait beaucoup de choses, à Kedge, voilà, beaucoup d'anecdotes aussi, à l'époque, on pouvait faire les visitages, on pouvait faire les soirées, dans l'école et puis il y a eu quelques débordements qui ont fait que ça a été arrêté tout ça, donc on était un Et peu oui, triste. C'est effectivement. dommage. Est-ce que du coup tu as fait partie d'une association, j'imagine le BDE? Oui, oui, absolument, j'étais au BDE. Heu, Moi, je m'occupais de tout ce qui était, bah, justement organisation des fêtes et j'étais DJ, pour l'école et ce qui est fantastique, c'est que quand je me suis retrouvé en Angleterre, je gagnais ma vie la nuit, pour bouffer le lendemain et pouvoir boire me payer quelques bières, donc j'étais DJ dans des toutes petites boîtes et un jour, quelqu'un vient me voir en me donnant une carte de visite. C'était, le producteur du Ministry of Sound, à Londres, donc 5 000 personnes tous les soirs. Le gars me dit: «Bah, voilà, j'adore ce que tu fais. Est-ce que tu viendrais pas en guest, une soirée?» Donc bah, je suis allé à Londres, dans cette énorme boîte et là, on me présente le DJ qui était le local, à l'époque, c'était, Boy George. Tout le monde connaît. Donc moi, j'hallucine, complètement et en fait, ça s'est très bien passé, ce qui fait que pendant mes 2 années à Londres et en Angleterre, je descendais régulièrement là-bas et je faisais mes soirées DJ, comme un fou, voilà. Donc c'était une autre passion, la musique à l'époque. Trop sympa, trop, trop sympa. Est-ce que tu as des petites anecdotes à nous raconter sur, tes années à Kedge? J'en ai tellement, 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 moi je me souviens les 6 premiers mois où je suis parti, donc on était un groupe de 5 garçons, et on était à Hull et donc c'est quand même un peu le trou du cul du monde, faut le dire et on s'est dit: «Où est-ce que l'on part?» Et donc on a décidé de partir en voiture, alors on avait plein d'affaires, donc on part de Bordeaux, on était tous bordelais. On part de Bordeaux et on avait un bateau à Zeebruges pour traverser de l'autre côté à l'arrivée à Hull et en fait, on a raté le bateau 3 jours de suite parce qu'on s'était arrêté à Lille entre-temps. On avait rencontré un type sympa dans un bar. On a passé 3 jours dans le bar avec lui, à rater 3 fois le bateau et en arrivant à Hull, on avait loué une maison et on s'approche de la maison et là, je vois quelqu'un sur le trottoir, et vous le connaissez peut-être pas, mais à l'époque, c'était le chanteur des Fine Young Cannibals, qui était un des plus grands groupes, européens et anglais et en fait, c'était notre voisin avec ce qu'il vivait chez sa maman, quoi. Nous, on a halluciné tout le temps. Toujours la musique, quoi, en Angleterre. Voilà. Décidément, il y en a partout en Angleterre, hein, Oui, c'est voilà, c'est ça, c'est le pays de la musique. exactement. Est-ce que tu as réalisé des stages pendant que tu étais à Kedge? Bien sûr, j'en ai fait deux fantastiques. Le 1er, j'ai été chez Ariane Group, à Bordeaux, parce que Mmh. ma mère a fait 30 ans chez Ariane et donc j'ai trouvé un stage, très intéressant avec des élèves de l'ENSIETA, c'est l'école d'armement nucléaire, français. Donc j'avais plein de polytechniciens à côté de moi et tout, fantastique et je travaillais dans un laboratoire, enfin j'étais le commercial d'un laboratoire qui vendait une toute petite pièce comme ça, qu'on appelle un initiateur et cet initiateur, c'est le petit objet qui met le feu aux poudres, des réacteurs de la fusée Ariane. Donc je me suis OK. retrouvé au Bourget, fantastique, à rencontrer des gens incroyables, à vivre des trucs incroyables aussi, avec notamment un jour,
des Japonais qui venaient voir le réacteur et on les a mis dans une salle avec les lunettes et tout. Et soudain, ils ont mis le réacteur en marche et ça a fait tellement de bruit, ça vibrait tellement que les mecs se sont barrés en courant, quoi. C'était incroyable à voir. Ouais. Oh, c'est Donc voilà, j'ai vécu fou. ça. Et mon deuxième stage, encore mieux, au culot. Je suis parti à Los Angeles. En fait, j'ai écrit un peu partout. Je voulais être à l'étranger. Et j'ai été pris par une boîte, une chaîne de télévision à Los Angeles qui s'appelle ICN, qui s'appelle International Channel Network, qui, euh, qui était sur le pay-per-view et en fait qui vend des programmes du monde entier. C'était la vraie première chaîne internationale là-bas. Donc c'était en 93, 94, j'étais pas né. Et donc je me suis retrouvé là dans l'équipe qui s'occupait du sport, bien sûr. Et moi je m'occupais du rugby, notamment. J'ai créé un programme de télévision que l'on vendait sur pay-per-view qui faisait un résumé de tous les matchs de rugby dans le monde entier à l'époque. Donc c'était une super expérience. Et je suis parti avec ma copine de l'époque qui était de Cage aussi. Je suis parti au culot en fait parce que quand ils m'ont dit OK, on te prend en stage, je leur ai dit d'accord, mais je viens qu'à une condition, c'est que je viens avec ma copine. Ça- Ouais, pour de vrai. Et en fait, ils m'ont dit OK. Et elle s'est retrouvée dans un petit bureau sympa aussi, un département où en fait, ils recevaient toutes les publicités du monde entier. Ils les visionnaient, ils devaient choisir celle qui allait passer sur la chaîne de télé. Donc voilà, c'était un boulot sympa. Ouais, Ah oui, c'est sympa. Effectivement, c'est deux stages bien intéressants. ouais, ouais, tout à fait. Et ça t'a permis pour la suite de savoir un petit peu ce que tu voulais faire ou c'était plus, voilà, tu savais pas trop, tu voyais où tu allais? C'était un peu des deux. Il était certain que je voulais pas rester en France. Il était certain que j'avais envie de voyager, ou j'étais pas trop sûr, mais en fait, si j'avais des enfants, j'en ai peut-être d'ailleurs, mais je suis pas sûr, mais si j'avais des enfants, je les enverrais direct à l'étranger. Ça offre une ouverture d'esprit qui est tout à fait exceptionnelle et qui est nécessaire aujourd'hui. Ah bah, de découvrir de nouvelles cultures, c'est ce dont on rêve tous. On espère C'est que ça, c'est ça ça, réarrivera bientôt, hein? c'est ça. Mais bon, on croise les doigts. Est-ce que tu as effectué un semestre à l'étranger? Ah oui, oui, j'en ai fait 4 en tout. OK, Oui, la moitié de ma vie à Cage était à l'étranger, soit en stage à l'étranger, soit en Angleterre pour les études. Donc OK. c'était top. Alors je retournais souvent aussi parce que je passais mes examens comme tout le monde. Et puis, Mmh. comme j'étais nul en droit et nul je crois que c'était la sociologie, je repassais mes examens en Angleterre régulièrement. Ça m'intéressait pas. Ça arrive à beaucoup de catcheurs, Oui, oui, voilà, c'est et je ça. crois. C'est ça. Est-ce que tu es encore en contact avec certains catcheurs? Oui, pas beaucoup. Pas beaucoup parce que c'est vrai qu'à l'époque, nous, il n'y avait pas Internet. Mmh. Quand on est sorti de Cage, tout ça. Donc, je pense qu'on s'est perdu de vue assez rapidement parce que les moyens de communication n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et alors, j'en recroise de temps en temps, c'est assez sympa, mais non, malheureusement peu. Enfin, en tout cas, plus à l'étranger qu'en France. D'accord. J'ai plus de contacts Cage à l'étranger qu'en France. Oui. Et est-ce que tu as déjà, exploité le réseau de Cage? Est-ce que tu l'as déjà utilisé pour trouver un travail ou même, un stage quand il était? Est-ce que tu as exploité ce réseau-là? Pas du tout dans ce sens-là. Moi, j'ai embauché des gens de Cage. OK! Voilà, donc pour finir, quand j'ai terminé Quête, je suis reparti à Londres et j'ai envoyé 250 CV. On m'a bien répondu en me disant: «Il est super ton CV, on te rappelle». On m'a jamais rappelé. Au jour où je me suis énervé au bout de 3 semaines et je me suis dit: «Bon, bah, je vais aller trouver un job tout seul». Et moi, je voulais être trader, je voulais bosser à la bourse, je voulais gagner de l'argent très très vite. Et donc, je suis parti chez Barclays Bank, je suis allé me présenter au culot. J'ai expliqué aux deux filles qui étaient à la réception que j'avais rendez-vous avec monsieur Untel, que j'avais trouvé dans le Mercator. À l'époque, il n'y avait pas Internet, donc on cherchait à la bibliothèque. J'ai trouvé le nom du patron du trading chez Barclays. Et de toute façon, c'est la seule banque que je connaissais. Et donc, la fille fait descendre le monsieur. Alors, j'en revenais pas. J'ai appris plus tard que c'était la fille du monsieur, en fait, réellement. Ouais, ouais, c'est incroyable, histoire incroyable. Donc, elle le fait descendre et lui me dit qu'est-ce que tu veux? Et il y avait un grand écran derrière les deux filles à la réception où on voyait les gars dans le pit qui achetaient, qui vendaient. Et je le regarde, je dis voilà, moi je suis français, je parle 4 langues couramment et je suis meilleur que tous les mecs qui sont là. Texto. Et il me dit ah bon? Je dis ouais, ouais. Il dit voilà, donnez-moi ma chance, vous allez voir. Et en fait, il monte dans son bureau et moi j'avais tout prévu. J'avais réalisé qu'en fait, ces gens-là, quand quelqu'un comme moi les approche, je n'ai rien à leur amener. Je vais leur coûter de l'argent, je vais leur coûter du temps. Donc j'avais bien compris ça et je me suis rapproché de lui avec une idée en tête. Et quand je suis arrivé dans son bureau, je lui ai dit écoutez, on va faire rapide.
vous m'embauchez, vous ne me payez pas pendant 3 mois, je vais vous montrer que je suis meilleur que les autres. Texto. Et le type m'a dit: «Bah ouais, ça ne coûte rien, tu commences demain». J'ai commencé comme ça et un mois plus tard, j'avais un énorme contrat. J'étais tellement payé qu'en fait, j'ai été sorti à l'époque des listes de Kedge, parce qu'il y avait une liste qui était faite sur les salaires moyens des kedgers en première année et comme moi j'étais à 100 000 balles par mois, 1er job, ben, je détruisais la moyenne. Donc j'ai reçu un coup de fil de Léo à l'époque, qui était le directeur de Kedge et qui m'a dit: «Écoute, on va pas te mettre, sois pas surpris, on va pas te mettre dans les stats». Ah bah, on en rêve tous de sortir et d'avoir ce salaire. Il suffit C'est d'aller le fou, chercher, tu as bien compris. Le secret, c'est que bien sûr. j'avais tout anticipé, en fait. Je m'étais mis à la place de la personne que je venais voir. Je savais à peu près ce qu'il allait me répondre, heu et c'est là que je lui ai fait une offre qu'il ne pouvait pas refuser, quoi. Voilà. C'est ouf, c'est hyper ingénieux, et donc vraiment que le culot. Ouais, Faut pas bien sûr. hésiter. Ce qui était formidable, c'est que j'ai appris plus tard, donc par cette fille qui était à la réception, que donc elle était la fille de ce monsieur que je venais voir et la veille au soir, ils avaient dîné ensemble en famille et ce monsieur avait dit: «Oh là là, les marchés financiers explosent, ce serait bien que je puisse trouver des petits jeunes qui arrivent avec les dents comme ça pour vendre du trading au téléphone, quoi». Parce qu'on commence tous comme ça et moi, je me pointe le lendemain matin avec ma gueule enfarinée en lui expliquant que j'étais le meilleur du monde. Le mec, il m'a pris tout de suite. Et C'est combien de un temps état tu as fait d'esprit. ça? Combien d'années? J'ai été trader pendant 22 ans. C'est long, Donc, hein, pour c'est finir, quand pour répondre à ta question, quand j'étais le patron du trading dans des grandes banques, donc j'étais Société Générale, Bank of America, Barclays, même. dans des grands fonds d'investissement, donc à Wall Street, à la City, à Tokyo, Dubaï, voilà, j'ai fait le monde entier, j'ai fait 12 pays. Euh, eh bien, j'allais souvent chercher il y a des programmes en fait pour récupérer des jeunes stagiaires, surtout en Angleterre, et j'allais souvent chercher des gens de chez Kedge parce que je connaissais l'école et que j'avais envie d'aider. Et en fait, je ne recrutais jamais un CV. Parce qu'à 18 ans, 20 ans, vous n'avez pas de CV, il n'y a rien dedans. Je le sais, j'ai eu le même. Donc, je recherchais des personnalités. Et parce que pour être trader, il faut une personnalité. Il faut arrêter de faire croire aux gens qu'il faut faire Polytechnique. C'est entièrement faux. Les meilleurs traders du monde sont d'anciens sportifs, pour tous à peu près. Donc, c'est d'hyper compétiteurs avec des personnalités très particulières qui n'ont qu'une chose en tête, c'est gagner. C'est pas gagner des milliards, hein, c'est gagner, juste purement gagner. Donc c'est ça que j'allais chercher chez Kedge. Et en fait, j'avais des équipes de choc à chaque fois. Les gens ne comprenaient pas comment je réussissais avec mes petits jeunes à faire autant de pognon pour nos clients. Bah, c'est que j'avais les bonnes personnalités, voilà, tout bêtement. C'est vrai qu'en plus, vu de l'extérieur, ça a l'air d'être un vrai métier de requin où, il y a pas de pitié. Ben, c'est un métier de guerrier, c'est-à-dire que tous les matins, on va à la guerre, et on se remet en question. Ce qui est fantastique, c'est que ça m'a permis d'être très fort dans ce que je fais maintenant aussi, c'est que tous les matins, j'ai eu beau gagner 1 million la veille, j'arrive le matin, c'est une nouvelle journée, et je vais prendre peut-être une branlée, tant pis, hein, c'est le jeu. Et cette capacité de remise en question au quotidien, je me suis rendu compte que quand j'ai fait autre chose, eh bien, c'est ce qui me permet d'être meilleur que les autres. C'est-à-dire que je suis un insatisfait permanent, c'est jamais assez bien. Je suis hyper exigeant, hyper discipliné, ce que je n'étais pas du tout en sortant de Kedge. J'étais un fou furieux, moi. J'étais de ces promos, on parlait d'anecdotes. Moi, je me souviens d'une soirée à Kedge où en fait, on a arraché le plafond du réfectoire. Ouais, la police est arrivée, on a retourné la voiture de police, on lui a piqué la radio et tout. Non, mais on était des terroristes hein, à l'époque. Et euh, j'avais ce type d'état d'esprit. Et puis à côté de ça, quand je suis arrivé dans le monde de la bourse, ben, j'ai pris deux, trois gifles très violentes. Et je me suis rendu compte que si je voulais continuer, il fallait que je devienne discipliné et rigoureux. Et donc voilà, ben, c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, c'est le secret de la réussite. Oh, c'est fou, et j'ai une question qui est un peu plus personnelle, mais c'est vrai que, ça part dans tous les sens quand c'est le début de la journée. Enfin, d'ailleurs toute la journée, Non, j'imagine. non, non. Alors, en fait, moi, j'étais sur un marché particulier qu'on appelle le Forex. Donc, c'est les marchés d'échange, donc c'est les devises en temps réel et les matières précieuses, donc l'or, l'argent, le platine. Donc, c'est ce qu'il y a de plus dangereux parce que ça se fait en temps réel, à la milliseconde près. Mais il faut savoir que nous, on commence à 6 heures le matin au bureau et de 6 heures à 8 heures, on prépare les journées. C'est-à-dire que le marché, il travaille déjà puisqu'il ne ferme jamais. Mais on se prépare, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui s'est passé la veille, dans la nuit, etc. On lit un petit peu ce qui se passe et derrière, on se fait une opinion sur ce que l'on a envie de faire dans la journée. Et donc, bah, quand tu es trader, tu as un patron qui t'explique, bah, voilà, on va faire ça, ça, ça et ça. Et quand tu es le patron, ce que je suis devenu au bout de 7 ans, bah, c'est toi qui expliques aux autres. Et, donc, et là, c'est là que tu vas voir le lien avec ma vie actuelle. J'ai créé à l'époque,
enfin, à l'époque, on reçoit ce qu'on appelle de l'analyse financière. C'est-à-dire que les banques s'échangent, on a des analystes dans les banques donc qui font de l'analyse d'un sujet précis ou d'une devise, d'une paire de devises, de l'or, l'argent. On en reçoit des centaines par jour, j'en ai jamais eu un, ça me fait chier, je m'en fous des avis des autres. Par contre, quand je suis devenu patron, on m'a dit maintenant, c'est à toi d'écrire. Et là, je me suis dit, merde, j'ai pas envie. Donc je leur ai dit non. Je leur ai dit non. Et puis là, mon patron m'a expliqué qu'il me payait très cher pour faire ce genre de choses. Donc j'ai compris qu'il fallait que je le fasse. Et comme je suis un sale con de breton avec la tête dure, je lui ai dit, bah, je vais le faire mais à ma façon. J'avais pas envie en fait de faire un truc ennuyeux que personne ne lit, comme ce qu'on recevait tous les jours. Alors j'ai inventé un personnage que j'ai appelé Slim Freddy. Slim pour des raisons évidentes, 120 kilos de viande bretonne énervée. Et, euh, et le premier paragraphe de cette lettre, c'était ma vie sexuelle, ma vie privée. J'allais en prison parce que j'avais fracassé la tête d'un taxi qui me tournait en rond dans Dubaï. Enfin, toutes mes aventures, je racontais dans le premier paragraphe. Donc j'attrapais les clients comme ça. Le deuxième paragraphe, j'expliquais vraiment ce qui se passait sur les paires de devises que je travaillais. Donc il y avait l'euro-dollar, le câble, le franc suisse et le yen, plus l'or. Et là, je mettais vraiment le prix où il fallait rentrer et le prix de sortie. J'étais un des rares à vraiment le faire. Et puis, alors, la conclusion, il fallait que ce soit fantastique. Donc, c'était raciste, antipolitiquement correct, homophobe, enfin tout. Je tapais sur tout le monde. C'était très drôle toujours. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai fait ça pendant 3 ans. Et quand on m'a arrêté au bout de 3 ans, j'ai le responsable de l'informatique chez Société Générale qui est venu me voir en me disant, mais est-ce que tu as conscience de ta lettre, combien ta lettre touchait de personnes? Je lui dis non. Et il me dit, ben voilà, la première a touché 42 personnes, qui étaient mes 42 clients contacts, parce qu'on ne peut pas avoir des milliers de clients quand on est trader. Bien sûr. Et la dernière, elle a touché 88 000 personnes. C'est-à-dire qu'en fait, les gens se passaient ma lettre, ils étaient morts de rire. Et en 3 ans, j'ai multiplié par 10 mon portefeuille. En fait, les gens voyaient ce que j'écrivais, avaient envie de rencontrer Slim Freddy's, m'appeler en me demandant comment on fait pour devenir client chez toi. Et j'ai créé Slim Freddy's comme ça. Et dans ma nouvelle vie, donc j'ai donc une marque j'ai la première franchise française de mini burger, je vais expliquer plus tard. Et ben, elle s'appelle Slim Freddy's. Et très bizarrement, pas plus tard qu'il y a un mois, je suis dans une de mes franchises, il y a une dame qui arrive, qui attend sa commande et qui dit à mon franchisé, oh, c'est bizarre, mon mari, quand il a vu Slim Freddy sur la boîte, m'a dit, tiens, c'est marrant, à l'époque, il y avait une légende du trading à Wall Street qui s'appelait Slim Freddy. Et mon franchisé lui fait, bah oui, il est là. Extraordinaire, voilà. Mon passé m'a rattrapé. C'est excellent. Voilà. Bon, on a hâte d'en savoir plus. On va juste savoir comment tu as passé, comment tu as vécu en tout cas ton passage de la vie étudiante à la vie professionnelle. Oh, fantastique. Il y a un avantage à Kedge, c'est qu'on passe beaucoup de temps en stage. Donc, on a cette capacité ou cette possibilité de découvrir le monde du travail, de se faire des relations, de comprendre la différence entre le monde étudiant et le monde du travail, hein. C'est quand même très, très, très différent. Donc, j'ai pas souffert. Au contraire, je trouve que quand on est étudiant, on a envie de passer au monde du travail. C'est-à-dire qu'on s'éclate, c'est les 4 plus belles années de ma vie. Mais et on a envie de gagner notre vie, on a envie de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire sans avoir des cours. Moi, j'avais des cours jusqu'à 22 heures à l'époque, hein, c'était violent quand même à Cadieux. Et- C'est toujours le cas. Moi, je fais pas cours jusqu'à 22 heures. Ah bah voilà, moi ça, c'était marrant parce que les Anglais, donc il y avait 6 pays, les Anglais qui sont ceux qui travaillent le moins à l'école, hein, on n'a que 8 heures de cours par semaine en Angleterre, hein, c'est beaucoup de travail personnel. Les Anglais arrivaient à Cadieux Bordeaux, ils se barraient au bout de 15 jours, ils sont malades, ils travaillent pour de vrai, hein. Il y en avait 20, ils se barraient tous, c'était terminé. Allez. Donc non, j'ai Non, pas eu de problème. Honnêtement, très facile, très très facile. On est prêt. oui, oui, ça j'imagine. Bah, surtout avec les stages et tout ça, ça nous Ouais, professionnalise un peu tout plus à que fait. quand même rien fait. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as fait de ton premier salaire? Oui, ce que j'ai fait de mon premier salaire, je l'ai bu et je l'ai mangé. J'ai fait la fête pendant un mois tous les week-ends, parce que la semaine je travaillais quand même. Donc j'ai fait une énorme fête. Et alors j'avais un souci, c'est que je gagnais beaucoup d'argent pour un jeune homme. J'étais pas du tout habitué. Et en fait, j'ai j'allais à la boulangerie et j'ai acheté une baguette et je laissais 100 balles de pourboire. Je me rendais même plus compte. Et oui, je gagnais tellement d'argent. Donc je suis quelqu'un de généreux, je donnais, voilà, je m'en foutais. C'est fou. C'était incroyable. Je me souviens, le deuxième mois, je suis allé m'acheter une voiture de sport, direct, direct. Et Oh, voilà. fou. Moi aussi, Ouais. je voudrais ça. Allez, m'acheter une voiture de sport le deuxième mois.
Est-ce que tu es épanoui dans ton activité, que ce soit l'ancienne activité enfin, est-ce que tu t'es épanoui du coup dans ton ancienne activité et est-ce que tu es épanoui dans ton activité actuelle? Alors absolument, j'ai la chance d'avoir fait les métiers que j'avais envie de faire. C'est-à-dire que je me suis donné les moyens depuis le départ de ne faire que ce que j'avais envie de faire. C'est malheureux, mais aujourd'hui, on est dans un monde où en fait, on doit travailler pour gagner sa vie et donc je croise des milliers et des milliers de gens qui font des choses qu'ils n'aiment pas faire et ça, c'est la pire des choses au monde. Donc moi, j'ai eu la chance de choisir mon métier de trader, j'ai réussi. J'ai choisi mon métier de franchiseur, restaurateur, je réussis. Heu, c'est vraiment, aujourd'hui, je pense que la clé du bonheur, c'est d'abord la stabilité, en amour, hein, avec son épouse et autres et dans sa famille et c'est cette stabilité dans le travail. Mmh. C'est la clé du succès, en fait et du bonheur, et obligatoire. et comment est-ce que tu t'es retrouvé, dans une franchise du coup? Ah Comment voilà, bah, je c'est suis venu? un trader énervé, moi je suis un mec très énervé. Donc quand on est trader, on n'a pas de break, hein, à midi pour manger. Donc on se débrouille, alors aujourd'hui on se fait enfin les 10 dernières années, on pouvait se faire livrer, mais avant ça n'existait pas et je me souviens, quand je suis arrivé à Wall Street, j'avais 24 ans et mon premier jour, j'ai faim comme d'habitude. Parce qu'ancien sportif de haut niveau, moi je mangeais que 8 000 calories par jour quand même, parce que je les Oui. dépensais donc j'ai faim et un gars me dit, «Tu descends sur Water Street», qui est une parallèle de Wall Street, «Tu verras, il y a un McDo, on peut manger là, c'est rapide et tout». Il y a un McDo rapide, d'accord, OK. Je descends et là, à l'entrée du McDo, il y avait un poteau, chromé avec un gros bouton rouge là, comme les trucs télévisés, les jeux télévisés et je voyais tout le monde taper sur le bouton, prendre un ticket. Bon, alors je prends mon ticket et sur le ticket, il y avait l'heure exacte à la seconde près, c'est tout. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc je m'approche de la serveuse, je lui montre mon ticket, mais je lui dis: «Mais qu'est-ce que c'est?» Elle me dit: «Bah, vous voyez l'heure là? Oui. Bah, si dans 6 minutes vous n'êtes pas servi, c'est gratuit». Oh putain, du vrai fast-food. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai passé ma vie derrière des quidams qui ne savaient pas s'ils voulaient du ketchup ou de la mayo, Mmh. à compter les millions, parce que moi, à chaque minute, c'était le million qui défilait, et j'avais juste envie de les tuer, quoi. Je voulais passer devant. Et je me suis rendu compte qu'en fait, aujourd'hui, ce monde du fast-food, mais c'est pas qu'en France, hein, mais c'est le monde entier, prend ses clients pour des cons. C'est-à-dire que fast-food n'existe plus. Ben non, tu vas dans n'importe quel fast-food, c'est minimum 15, 20, 25 minutes d'attente. Minimum. Donc, autant changer la devanture, mettre slow food, hein, ça sert à rien. Donc ça m'a déjà énervé. La deuxième chose qui m'a beaucoup énervé, c'est aussi tous ces gros cons qui se prennent pour des génies à mettre du foie gras dans un burger et à te le vendre 18 balles. Pardon, mais c'est pas ça le génie. Moi aussi, je vais te faire un truc super bon avec un bout de foie gras et de la truffe. Mais je te le ferai pas à 18 balles. Donc le génie, c'est de prendre trois ingrédients tout bêtes, tout simples, et d'en faire quelque chose d'hyper bon et de le vendre en dessous du prix de McDo. Et donc, quand j'ai créé Slim Freddy's, je me suis dit, je vais prouver au monde qu'on peut faire du super bon, hyper rapide, en dessous ou au prix des grandes enseignes. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Donc j'ai inventé l'intelligence artificielle en cuisine, j'ai repris en fait tout ce que les autres faisaient et j'ai fait l'inverse. Ah, c'est ouf Voilà. et Donc je vois aujourd'hui, pardon, je te coupe, oui, j'entends oui. parler de gens là qui viennent de lever 20 millions d'euros pour faire de la prise de commande par QR code. Ah ouais, bravo la révolution. Ça fait 15 ans que ça existe aux États-Unis, 15 ans en Asie. Moi, j'utilise ça depuis le début. En fait, tu vas comprendre l'exemple. Il y a plein de gens qui se gargarisent avec les bornes de commande, là. C'est Mmh. magnifique. Mais quelle connerie. La borne de commande, en fait, elle n'a fait qu'une chose. Elle a pris la queue qui était devant les pupitres des serveuses, elle l'a mise 10 mètres plus loin. Et là, les gens, bah, ils sont là 10 mètres plus loin, ils sont toujours dans la queue et ils passent 4 fois plus de temps à regarder la commande. Ils regardent des photos. On prend les gens vraiment pour des cons. Donc, chez C'est moi, vrai c'est en du QR plus? code. Mais non, mais c'est tout con, c'est tout con. Donc moi, c'est du QR code. C'est-à-dire que tu es dans la queue, derrière trois quidams qui ne savent pas s'ils veulent un café, un cappuccino ou du ketchup. Bah, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu flashes le QR code, tu arrives sur mon appli, tu commandes, tu payes, 2 minutes après, tu es servi. Les mecs, ils n'ont pas encore fini de commander, toi, tu es déjà servi. Et voilà. Donc c'est C'est ça, ouf en fait. et tu as installé ça où du coup? Enfin, où est-ce Alors qu'on la peut première franchise est à Bordeaux, parce que j'ai d'accord. commencé à Bordeaux, moi je suis de Bordeaux. Et là, on en fait 10, on a 10 ouvertures prévues là en ce moment en France. Oh On en a à OK! l'étranger aussi. Je reçois des candidatures tous les jours, c'est tout à fait extraordinaire, ça explose parce que les gens comprennent qu'en fait, aujourd'hui, on nous vend du vent, surtout dans les franchises. Je vais t'expliquer aussi un autre petit concept typiquement français, c'est le chiffre d'affaires. Toutes ces grandes franchises que l'on connaît tous hein, vendent à leurs candidats un chiffre d'affaires. Ah, tu vas faire 1 million, tu vas faire 1,5 million, tu vas faire 2 millions de chiffre d'affaires. Mais ce qu'ils oublient de leur dire, c'est que pour faire un million ou 1,5 million de chiffre d'affaires, il leur faut 15 employés. Donc, à la fin, ton revenu net, parce que c'est ce qui importe,
Mmh. Peanuts. Donc tous ces franchisés-là commencent à chialer là, depuis 2 ans, 3 ans. Ils sont là: «Mais on m'a vendu du rêve». Bah ouais, on t'a vendu du rêve, gros con, ouais. Mais en fait, ils n'ont pas compris qu'on s'en fout du chiffre d'affaires. Quel est le revenu net? C'est ça, en fait. Tu vois, c'est le trader qui parle. Revenu Ex net dans ta poche, bah, personne n'y pense. Extraordinaire. Et pareil, une dernière chose, les dark kitchens, j'adore les dark kitchens. Les mecs, on me parle de révolution depuis 6 mois, de révolution dark kitchen, mais ça fait 20 ans que ça existe à Londres. Il n'y a aucune révolution. Il faut sortir, en fait. Et il est là le problème, c'est que, et c'est ça qui est intéressant avec Cage. Quand on fait Cage, on a la possibilité de sortir, d'aller voir le monde. Et c'est cette culture, tu vois, je suis un exemple typique, où en fait, moi, j'arrive dans un pays comme la France, qui est pour moi un pays du tiers-monde aujourd'hui au niveau de la restauration. C'est-à-dire on a les meilleurs chefs au monde, on a la plus grande culture culinaire au monde, mais on ne sait pas la vendre, comme d'habitude. On ne sait pas faire. Donc là, on a obligé nos restaurateurs à faire du pick and collect grâce à la situation sanitaire, mais sinon, ils n'y seraient jamais venus. c'est vrai, C'est quand même incroyable. c'est Alors vrai. qu'en Asie, aujourd'hui, tu vas en Asie, tu vas à Singapour, Singapour, tous les restaurants sont équipés avec un QR code. Même les petits vieux, ils ont le QR code, ils ont leur téléphone, ils sont à table, ils flashent, ils commandent de leur table, ils sont livrés direct. Pas compliqué. C'est fou, c'est fou. Voilà, Bah, et c'est pour ça que c'est hyper intéressant d'aller voir d'autres cultures aussi et d'aller voir ailleurs. absolument. Absolument, il faut le faire. Ouais. Bon. Voilà. Et est-ce que pourquoi tu avais choisi d'aller, dans le trading du coup? Est-ce que c'était l'adrénaline, Oui. le Alors, il y avait ça. En fait, moi, je suis né dans une famille aisée, tout allait bien, mais j'avais toujours besoin de gagner plus. Je veux toujours plus, c'est l'esprit compétiteur. Et je me suis dit, dans mes stages que j'avais observés, je me suis rendu compte très très vite que j'étais tellement compétiteur qu'il fallait que je sois dans un environnement hyper compétitif. Sinon, je tournais en rond très très vite. Et j'ai réfléchi, quel est l'environnement le plus compétitif dans le monde du travail aujourd'hui? Bah, le trading, pas compliqué. Et je me suis retrouvé en plein dans ce que j'adorais. Moi, je me levais le matin, je dors 4 heures par jour à peu près. J'arrivais au boulot le matin et j'étais là pour gagner et me battre contre tous les autres. Il n'y avait pas de problème. Et on est tous comme ça, hein. mais c'est une vie à 10 000 parce que c'est vrai que Oui, tu peux, tu es tout le temps actif la journée, enfin, ça bouge tout le temps la journée, c'est bah, c'est ça aussi. C'est pour ça que je me suis jamais marié. C'est que j'étais très honnête avec moi-même. Je ne pouvais pas avoir une vie de famille au niveau du trading où mmh. j'étais. Moi, quand tu es trader à mon niveau, c'est 24 heures sur 24. Là, je me marre en ce moment. Je regarde les traders de canapé, là, les mecs qui se prennent pour moi à faire du bitcoin et du forex avec les petites plateformes gratuites. Ceux-là, ils vont tous se ramasser là bientôt, en tout cas régulièrement. Et ils ne se rendent pas compte que le vrai trading, en fait, ça fait partie de toi. C'est-à-dire que moi, je peux te dire qu'à l'époque, 24 heures sur 24, je pouvais te dire le prix de l'euro-dollar ou de l'or au pips près. On parle de pips, c'est 1 pour 10 000. Voilà, c'est ça le trading, le vrai trading en fait. C'est cette capacité de vivre le marché et de savoir constamment où il est. C'est ce qui te permet d'anticiper les choses. Voilà, Et c'est pour ça que la personnalité, c'est quand même mieux que les compétences parce qu'il faut avoir une vraie personnalité pour tout à savoir aller fait. c'est C'est ça, évident. Ouais. exactement. Est-ce que tu aurais quelque chose à conseiller aux étudiants, de Cage aujourd'hui pour leur futur? Ouais, appelez-moi. Quand moi j'étais étudiant, j'aurais aimé rencontrer des mecs comme moi. Des mecs qui vont me dire les choses telles qu'elles sont. Souvent, quand je fais des conférences à Kedge, notamment sur le monde du trading, bah, j'ai plein d'étudiants quand même qui sont un peu intéressés là-dedans et soudain, bah, je viens leur démonter leurs idées parce que tout ce qu'ils lisent, j'ai bien dit tout ce qu'ils lisent, 100% de ce qu'on entend à la télévision, de ce que l'on lit, c'est de la désinformation. C'est faux. Je pourrais en parler pendant des heures, bien sûr, mais c'est entièrement faux. Et donc, moi, et à l'époque, j'invitais ma famille, mes copains à venir me voir à la bourse et je leur montrais en fait la réalité des choses. Je vais te donner un exemple. On parle par exemple de la dette d'un pays. Bon, bah, ce que les gens ne savent pas, c'est que ces dettes sont 100% virtuelles. Aujourd'hui, moi, j'ai tradé les dettes des pays pendant 7 ans sur le marché obligataire et souvenez-vous de ce qui s'est passé en Grèce, vous étiez assez vieux pour le savoir. C'est bizarre, hein, à l'époque, on vous dit 4 milliards et demi, c'est Mmh. l'enfer, c'est terminé l'Europe, s'ils se barrent, machin. Tu as 10 000 connards qui passent à la télévision à expliquer leurs trucs juste pour faire peur aux gens. Et en fait, du jour au lendemain, très bizarre, on ne parle plus jamais de la Grèce. Il n'y a plus de Non. problème. Extraordinaire quand même. Moi, j'ai tradé la dette de la Grèce, donc je sais exactement ce qui s'y passe et comment ça fonctionne. Ce sera un autre sujet, mais il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Mais malheureusement, c'est comme ça qu'on est géré. Donc, dans tous les Bah, pays, hein, on c'est se pas fait un français. petit peu ensorceler par les médias, ce qu'on Bien entend, on sûr, voit pas tout, mais on croit ce qu'on évidemment, voit, hein, donc forcément, évidemment. c'est un peu Tu sais, avoir je vais te aussi donner un exemple. Je vais te donner un dernier exemple. Quand on est trader, nous, on est en contact direct avec Reuters, l'AFP, etc.
Donc, on a les informations en temps réel, même avant les médias souvent. Je vais donner un exemple, un avion se crache, moi je vais avoir l'information, un avion se crache à tel endroit, à telle heure, tant de morts. D'accord? Et moi je réagis ensuite en fonction. Dès qu'un journaliste récupère la même information, ah ben, le mec il t'explique, il raconte une histoire. Voilà, l'avion a été pris dans un tourbillon, l'hôtesse de l'air était sur les genoux du pilote, une maman pleurait avec son bébé, ils s'entendent. Poum, et puis l'avion il est mort. Ah ok, d'accord, super. Voilà, il est là le problème, c'est le journalisme. Oui, 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 bah ça je suis d'accord avec toi aussi, mais bon, on fait avec ce qu'on a, hein, Moi forcément. surtout, j'ose le dire. Oui, bah ça c'est sûr. Non, mais Parce que ça j'en c'est ai vrai que pour croisé le coup, quelques-uns des journalistes hein, qui changeaient ce que je racontais. J'ai eu droit à plein de choses comme ça. c'est vrai? Merveilleux. Ah, merveilleux. C'est pas Mais en France, mais c'est très décevant en fait, parce que quelque part, moi, je donne de mon temps, de mon savoir, ça me fait plaisir de partager, bien au contraire, hein, j'adore ça. Et puis en fait, on se retrouve très vite face à quelqu'un qui est très malhonnête et qui refait l'histoire à sa façon pour vendre. C'est une honte. alors c'est promis, je changerai rien, ce sera tel quel. Bah, t'as pas intérêt, sinon je trouve où tu habites et je brûle la maison. Tu peux, de toute Ouais. façon c'est un peu petit, hein, donc Ouais. tu auras pas besoin de grand-chose. Souviens-toi, un catch promo 95, on était des tarés. Hein, donc, J'entends, le plafond ouais, décollé, tout ça, j'entends, je ne dis rien. Ça sera moitié c'est bouche cousue, c'est promis. Bon, bah, en tout cas, Fred, merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant ces quelques de minutes. Et rien, du coup, on donnera tes coordonnées juste en dessous de la vidéo pour pouvoir te contacter. ça marche. Et puis surtout, on est ravis d'avoir pu entendre ton histoire et puis on te souhaite plein de succès pour la suite surtout. Merci beaucoup, bah, c'est partagé. Je te souhaite le meilleur aussi. C'est très Travaille gentil. bien et surtout, n'aie peur de rien. Le secret, c'est ça, c'est que c'est la confiance en soi. On me demande souvent comment j'ai tout réussi dans ma vie comme ça. Et je dis toujours, je suis l'homme le plus confiant au monde. C'est-à-dire que parce que tu es confiant, eh ben, tu vas aller ouvrir certaines portes que d'autres n'auront pas osé ouvrir. Tu vas en prendre dans la tronche, hein, c'est pas grave. Il y en a une qui s'ouvre à un moment, toujours. Donc, et au contraire, les entrepreneurs comme moi, et il y en a beaucoup, aiment ce genre d'attitude. On va aimer les gens. Je vais donner un dernier exemple. Pardon, je parle beaucoup, mais j'ai quelqu'un qui voulait absolument travailler avec Simfredis, qui est un agenceur, donc pour agencer nos restaurants, etc. Le type m'a pas harcelé, mais il m'a appelé deux, trois fois, et je trouvais que c'était très pertinent. Et ben, je vais lui donner sa chance. Voilà. Parce qu'il y a un état d'esprit particulier. C'est Mais ça. c'est vrai qu'après, le culot, c'est. En fait, nous, à notre âge, vu l'expérience qu'on a, on se dit, si on y va au culot, on va se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette jeune fille de 20 ans là qui se Pas prend du pour je tout. sais pas qui. Donc c'est sûr que ça nous freine un peu plus. Mais quand on entend ton histoire, on a envie de se dire, bon, bah ok, go, Bien sûr. allons-y. Moi, j'ai embauché un jeune gars, j'étais dans un pub à Londres avec des clients, et le petit gars nous entend parler trading, il avait 20 ans, il s'est approché de moi, il me dit, mais vous êtes vraiment trader? Je dis, ouais. Il me dit, voilà, c'est mon rêve, j'aimerais bien essayer un jour. Ben, le lendemain, il était dans mon bureau, et ça fait 17 ans qu'il y est. Non, 16 ans. Voilà. C'est ouf. Ben oui, mais c'est ça la vie. Ouais, Il ouais, faut bien sûr. faire. Ah bah, il y a des opportunités partout, hein, il faut savoir les Je vais saisir. rajouter un dernier commentaire. Depuis que je suis rentré en France, je me suis aperçu que on était dans un pays de donneurs de leçons. Ça parle, les gens t'expliquent la vie constamment, mais en fait, ils ne font rien eux-mêmes. Et en plus, j'ai observé que plus ils étaient médiocres, plus ils t'expliquaient la vie, ce qui est quand même extraordinaire. Moi, tout le monde m'a dit quand j'ai commencé Simfredis, tu vas te planter, tu es un malade, tu t'es mis là, ça ne marchera jamais. Bon ben voilà, aujourd'hui, c'est les mecs qui veulent tous acheter des parts, etc. Donc, n'écoute jamais les gens. Jamais. Crois en toi et fonce. Va ouvrir des portes. C'est le secret. C'est très simple. Faire ça. Je Good. vais faire ça. Là, c'est bon, j'ai déjà trouvé mon stage pour les 6 prochains mois, mais on ne sait jamais. À tout moment, il faut que j'en trouve un deuxième. Ça marche. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci. À Nickel. Merci bientôt. beaucoup, Fred. À bientôt. Bonne journée. Salut. Au revoir.